va commencer cette journée, si vous le voulez bien. Il m'appartient donc de dire quelques mots d'introduction. Je veux, avant toute chose, vous souhaiter la bienvenue à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour cette journée intitulée « Nouvelles richesses » et qui nous donne l'occasion, et nous nous en réjouissons, de revenir plus amplement sur les projets présentés dans le pavillon français de la Biennale de Venise d'architecture. Je veux remercier les commissaires de l'exposition avec qui nous avons organisé cette journée, en particulier Frédéric Bonnet de l'agence Aubras et Lucie Ninet, qui n'est pas là mais qui va nous rejoindre, j'imagine, au titre du collectif AJAP 14, les intervenants des différentes tables rondes, le collectif MIOP et le collectif France Territoire Liquide pour les films et les photographies qui seront projetés en ce lieu même et qui contribueront ainsi à réactiver la mémoire cinématographique de cette salle. Et je remercie bien sûr les équipes de la Cité de l'Architecture, notamment celle de Marie-Hélène Comtal, directrice du développement culturel. Une chose me frappe d'emblée en formulant ces remerciements, c'est l'omniprésence des collectifs dans la production de l'exposition du pavillon français. N'est-ce pas déjà une façon d'affirmer l'importance de cette notion de bien commun ? Ces biens communs dont Elinor Ostrom, première femme à recevoir le prix Nobel d'économie, a montré tout l'intérêt dans son potentiel de renouvellement et de questionnement de la science économique. Ces biens communs, nous dit-elle, sont en rupture avec les hypothèses habituelles de la théorie économique fondée sur l'idée d'un individu rationnel, égoïste, n'ayant nullement intérêt à participer à une action collective, ayant au contraire tout intérêt à préférer laisser les autres se mobiliser tout en profitant des résultats de leur action collaborative. Ces biens communs dont l'approche valorise l'usage plutôt que la propriété, le processus davantage que l'objet, ils sont un atout pour les territoires et vous y reviendrez sans doute. Comme le rappelle le catalogue de l'exposition Nouvelles richesses, si les nouveaux quartiers des métropoles les plus riches portent aujourd'hui une part importante de l'innovation architecturale et urbaine, la très forte visibilité dont ils bénéficient ne doit pas nous conduire à ignorer les qualités des territoires familiers. Ce patrimoine ordinaire que vos projets mettent à l'honneur, évidemment, transmet des valeurs sociales. Il est au fondement de ce génie des lieux que révèlent le réseau viaire, l'organisation du parcellaire, les savoir-faire constructifs incorporés dans les édifices, car l'architecture est aussi une matrice de la culture, de l'économie, des traditions vernaculaires. Ces territoires familiers, vos interventions et vos analyses le montreront, soulèvent de nouveaux défis pour l'architecture. Le premier d'entre eux est la conception de projets urbains adaptés à ce monde post-commercial qui est le nôtre, à ce paysage pensé pour la voiture avec son symbolisme du banal, ses hangars décorés, ses zones d'activité uniformes, déprimantes. Cela exige de travailler sur la transformation d'usage, sur la réutilisation des édifices existants, thème auquel nous avons consacré l'an dernier une exposition intitulée « Un bâtiment, combien de vies ?» point d'interrogation. Autre enjeu crucial, réinvestir la ruralité. Nous ne devons pas seulement réinventer la ville et la métropole, car l'urbanisme, c'est aussi la question rurale. Or, les territoires ruraux, et vous le direz sans doute, sont les grands oubliés des politiques de renouvellement menées depuis 30 ans. Le paysage doit lui aussi être un territoire de projet, afin d'être transformé en substance active de redynamisation, en levier de valorisation. Les acteurs du projet territorial dont vous faites partie, et nous en entendrons un certain nombre tout au long de cette journée, ont également pour responsabilité de montrer la voie sur la question des grandes transitions écologiques et énergétiques dans une vision élargie, embrassant l'ensemble des relations vitales des êtres avec leur milieu. Ces défis, transformation d'usage, ruralité, paysage, transition énergétique et écologique, révèlent tout ce que peut être l'architecture aujourd'hui, un acte d'humanisme, de résistance et d'empathie avant même de se manifester sous une forme constructive. La figure qui spécifie le mieux le rôle de l'architecte aujourd'hui n'est-elle pas celle du refus de la fatalité, fatalité d'un échange social exclusivement marchand, d'une ville strictement fonctionnelle, d'un tourisme sans échange avec la population locale ou d'une ruralité qui serait condamnée. Le front du refus qu'Aravena nous invite à réinvestir, le combat qui nous incite à mener,
a de multiples facettes. Elles ont pour nom crise du logement, ségrégation sociale et spatiale, déséquilibres territoriaux, changement climatique, épuisement des ressources et des espèces. Les projets dont vous nous parlerez aujourd'hui partagent de nombreuses caractéristiques communes: valorisation des savoir-faire et des matériaux locaux, attention à l'habitat des plus pauvres, volonté de réactiver les filières constructives, intelligence et innovation en matière d'usage. Ils sont l'expression d'une architecture qui, loin de la passivité sociale et de la célébration résignée de la marchandise, apporte des réponses simples, engagées, heuristiques. De nombreuses équipes que nous entendrons au cours de vos débats font de la méthode même un élément du contenu de leur projet. Elles travaillent sur l'idée de processus cherchant à mobiliser l'ensemble des acteurs publics et privés, tenant compte de la mémoire urbaine et de l'épaisseur anthropologique des lieux. Leur intelligence stratégique les conduit souvent à opter pour une certaine discrétion plutôt que pour l'action héroïque, ce qui, loin d'être une démission, constitue au contraire souvent un gage d'efficacité. Elles proposent des approches participatives et inclusives, préfèrent la transformation silencieuse à la rupture, cherchent à utiliser le potentiel des situations. Elles sont attentives à ce que Lucien Kroll, que nous avons accueilli ici il y a 2 ans, appelle la vicinitude, néologisme fondé sur l'observation méticuleuse des qualités des chemins vicinaux, la proximité, le familier, l'ordinaire, c'est-à-dire l'inverse de l'isolement. Partager le monde anthropique qui est le nôtre impose de penser de nouvelles manières de faire société, de réinventer le partage, d'interroger la délibération collective, de refabriquer de la diversité, du désaccord, bref, de la démocratie. Les nouvelles richesses sur lesquelles vous appelez l'attention, et j'en terminerai là, nous invitent aussi, pour reprendre les termes de Jacques Rancière, à un nouveau partage du sensible, c'est-à-dire à une reconfiguration de l'expérience commune qui définit finalement de nouvelles manières de faire de la politique. Je vous renouvelle mes vœux de bienvenue, je vous souhaite à toutes et à tous de bons débats et je passe la parole, je ne sais pas, à Frédéric ou à Marie-Hélène, Comtal. Très bien, oui. Nous allons donc maintenant effectivement engager ces débats thématiques qui ont été dûment préparés en effet avec l'ensemble des commissaires du pavillon, c'est-à-dire le collectif AJAP et Frédéric Bonnet. Un petit mot d'emploi de ces débats. En préparant ce travail, effectivement, avec vous, nous avons été nous-mêmes à la Cité tout à fait dans votre démarche, parce que nous avons exploité les ressources de l'exposition, et en particulier les documentaires et les reportages photographiques de France Terre Liquide. Donc je vous propose donc chacune des tables rondes sera présenté par un des documentaires qui illustre la thématique. Ensuite, je demanderai aux participants de venir. Et donc, je suis très heureuse d'offrir au collectif Myope, qui a été vraiment tout à fait formidable dans le travail avec nous, de leur offrir une belle projection. Ici, nous sommes de la Cinémathèque française. Je sais par expérience que les documentaristes sont assez contents de voir leur travail quand il est projeté aujourd'hui ici. Donc, je vous remercie encore. Et donc, nous commençons. Et je demande, Stéphane, si tu veux bien lancer le premier. Le bois basalte se situe sur l'ancien site d'exploitation de la carrière de Sauterre. Donc le village, c'est Sauterre, c'est sur la commune de Manzat. On se situe en fait en limite nord de la chaîne des Puys, en Auvergne. Du coup, avec Julien, on est originaire de la commune de Manzat. On a grandi ensemble. En fait, on est voisins. On a déjà construit des cabanes ensemble quand on était petits, commencé par des cabanes en fougères, en genêt, et on a fini par une cabane à 16 ans avec plein de matériaux de récup. On a prélevé dans la commune, en fait, du bardage, du bac acier, sur des bâtiments qu'elle a étrasés, en fait. Du coup, voilà, on a notre première cabane à 16 ans de 40 mètres carrés. Grande cabane. La particularité et le pari de départ, c'était de gérer le projet de A à Z, donc de la conception à la construction jusqu'à la gestion du lieu.
Si on n'avait pas réussi à s'entourer de plein de gens en fait, autour de nous, je pense qu'on n'y serait pas arrivé. Enfin, on se serait fatigué très vite. À 4 personnes, on avait un rendement assez faible au final en construction. On a voulu faire nos premiers plans en béton, comment on fait du béton? Donc tout était à apprendre, quoi. On avait envie déjà d'avoir une qualité de vie précise, c'est-à-dire vivre dans un espace naturel, au milieu des bois. Voilà, on adore, je crois qu'on adore les bois tous. L'idée, c'était de pouvoir accueillir des gens qui viennent séjourner pour du tourisme, mais leur offrir un espace qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, leur offrir de l'architecture et leur montrer ce qu'on peut faire en termes d'architecture, qui est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans la majorité des sites touristiques, voilà, qui a souvent un caractère très générique. L'idée, c'est de créer un lieu simple pour que les gens se sentent bien directement. C'est vraiment de l'architecture dans son expression la plus simple et la plus pure, on va dire. Un lieu écologique aussi, où on a essayé de construire de la manière la plus respectueuse, donc sans mouvement de terrain, en se décollant du sol, avec des matériaux écologiques pour la plupart, qui donnent une grande ouverture sur le paysage. L'idée de la structure et de la couverture et de la façade en bois brut, c'était justement de donner un aspect brut au bâtiment et ensuite de travailler la partie un peu plus intime avec des matériaux plus contemporains déjà et plus fins. Je prépare les paniers Saint-Valentin pour ce soir en fait. Grosse soirée dans les cabanes. Il y a beaucoup de choses à faire pour que ce lieu vive, notamment dans cet espace polyvalent, le Concasseur. Il est fait pour vivre, accueillir des concerts, accueillir des animations, qu'il y ait du monde qui passe. Donc je pense qu'on va s'atteler à ça, c'est-à-dire la partie animation et peut-être événementielle. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, Julien Boideau et Benoît Sint, membres du collectif AJAP, qui vont donc, en introduction, revenir sur cette thématique que nous avons choisie pour la première discussion et les projets de l'architecture. L'architecte plutôt comme acteur et levier de développement, d'autodéveloppement, d'ailleurs dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'il s'agissait d'architecte à la fois maître d'œuvre et maître d'ouvrage. Très bien, bonjour. Donc je vais essayer de faire court. J'avais préparé une petite introduction. Donc voilà, le film que nous venons de voir, il illustre déjà une partie du propos de cette première table ronde. Une architecture, des architectes qui stimulent un développement économique. En l'occurrence, à cet endroit-là, c'est le tourisme. Nous, on va parler d'un autre type de développement. Alors avec Claude Valentin et Hervé Baudouin, nous allons aborder l'architecture dans le sens de la culture constructive, ce qui sous-entend les matériaux, la matière et les savoir-faire, et ses répercussions économiques, notamment sur l'économie locale. Donc nous avons autour de cette table 2 architectes, 2 agences qui caractérisent 2 territoires, donc les Vosges dans le Grand Est et les Deux-Sèvres, la région Nouvelle-Aquitaine.
Ce sont aussi 2 filiations. On pourrait peut-être se risquer à dire la Suisse et l'Autriche pour Claude Valentin, et peut-être l'école portugaise pour Hervé Baudouin. Donc, Sûrement. avec des collaborations régulières dans le cas de Hervé, avec Souto de Moura par exemple, ce qui n'est pas totalement étranger à la thématique qu'on va aborder par la suite. Évidemment, ces territoires impactent leur travail respectif et aussi ces collaborations. Alors certainement qu'ils nous en parleront un peu plus tard. L'agence Baudouin, Angèle, a intéressé le commissariat français, notamment sur son utilisation de la pierre banchée à la maison de la Gibauderie à Poitiers. Quant à l'agence AA, pour ses expériences en construction en bois, et notamment de l'essence hêtre dans l'accueil périscolaire à Tendon. Donc le point commun entre ces 2 agences, c'est la question des gisements et des ressources, c'est-à-dire des ressources disponibles sur place, des savoir-faire constructifs revisités. Il y a une forme d'évidence dans les faits à utiliser ce qu'on a sous la main. Néanmoins, il n'en demeure pas moins complexe du point de vue de la réglementation et de l'aspect opérationnel de tout ceci. Donc, peut-être en toute première question, et en vous demandant d'être rapide sur le sujet, est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de vos territoires respectifs et en quoi ils déclenchent ces démarches d'agence ? Hervé, peut-être d'ailleurs en commençant à présenter le projet, si tu veux bien, Hervé. On présente le projet ? Oui. Oui, alors, le territoire dans lequel je suis, c'est un département très rural. Quand je suis arrivé dans le Poitou-Charentes, que je ne connaissais pas, venant de Nancy, j'ai découvert tout un territoire intéressant et qui était dans lequel il y avait un matériau extrêmement présent, c'est la pierre. Donc, je me suis intéressé beaucoup à ce matériau-là grâce à un premier contact que j'ai eu avec un petit maçon portugais, parce que j'ai non seulement fréquenté des Portugais architectes, mais aussi des Portugais maçons. Et bien avant. Oui. Et ce petit maçon portugais, il avait comme caractéristique particulière d'avoir très très peu de moyens et d'avoir un sens absolument incroyable de la récupération des matériaux. Donc ça m'a beaucoup plu, parce que quand on est dans un département rural et qu'on travaille dans des petites communes, ce qui était mon cas au début, je travaillais dans des toutes petites communes, la question de l'économie est absolument essentielle. Donc tout mon travail, au fil du temps, a reposé beaucoup sur la notion de l'économie. Je pense que, justement, c'est un thème sur lequel on peut trouver des pistes très intéressantes de travail sur cet aspect de la construction et de la construction économique. Donc, la question que je me suis posée, c'est, au départ, j'ai commencé à construire plusieurs bâtiments avec de la pierre de récupération, grâce un peu à ce maçon, qui stockait de la pierre qui provenait de démolition. J'ai fait sa maison, d'ailleurs, sa maison qu'il a construite à partir des démolitions de sa première maison. Parce que la ville de Niort avait décidé de faire un giratoire, et donc il a demandé, sa maison devait être démolie à l'occasion des travaux du giratoire, il a demandé à la mairie de récupérer les matériaux de la maison, et avec la récupération de ces matériaux, il a reconstruit une maison neuve. Ce qui fait que ces matériaux ont eu plusieurs vies dans 2 maisons, quoi. Enfin, bon, ça c'était intéressant de travailler sur cette idée-là, et donc j'ai commencé à travailler beaucoup avec lui, et avec une mise en œuvre de la pierre de façon un peu traditionnelle. Mais la pierre, c'est un matériau qu'on ne peut pas industrialiser facilement. Donc, la pierre est forcément liée à la main. Et qui dit liée à la main, dit coût important de main-d'œuvre. Donc, on a cherché une technique qui permette de construire avec de la pierre de façon rapide et donc économique. Voilà, c'est tout simple. Et là, je vais vous montrer quelques images, parce qu'il y a eu aussi une deuxième rencontre que j'avais fait quand j'étais étudiant. C'est... alors, je ne sais pas si on fait avancer.
Alors voilà, ça c'est une rencontre que j'ai eu l'occasion de faire quand j'étais étudiant avec un architecte américain qui s'appelle Bruce Goff. Bruce Goff a travaillé avec Frank Lloyd Wright, et Bruce Goff, c'est un architecte extrêmement original, qui est considéré comme l'architecte qui, au monde, a le plus mauvais goût. Et c'est pas totalement faux, d'ailleurs. Et il a construit des choses extravagantes avec une mise en forme complètement étrange. Par exemple, cette maison que j'aime beaucoup, c'est la maison Bavinger, qui a été construite entièrement avec des matériaux de récupération. On voit des morceaux de rocher qu'il a ramassés sur le territoire, et des morceaux de verre qui viennent d'une verrerie industrielle, ce sont des déchets, et le mât central, c'est un mât qui est en fait un tube qui sert à l'exploitation du pétrole. Donc voilà une autre caractéristique du mauvais goût de Bruce Goff, aussi fait avec des morceaux de verre comme ça. Bon, cette façon d'utiliser les matériaux de façon atypique m'a beaucoup plu, et je me suis donc intéressé à cette idée de la récupération. Alors, deuxième influence, ici c'est Taliesin West, c'est Frank Lloyd Wright. On voit que Frank Lloyd Wright, il a construit 10 bâtiments, pas plus, avec cette technique-là, où on voit qu'il inscrit des rochers dans des coffrages et il coule du ciment, du béton autour. Alors ce sont des gros rochers, et il y a une technique que j'ai essayé de décrypter un petit peu la façon dont il faisait ça, et il utilisait pour faire en sorte que le ciment ne revienne pas sur la face avant pour masquer la pierre, il utilisait soit du papier journal, soit du sable. Donc ça, c'était assez intéressant. J'ai essayé d'exploiter cette technique. Alors, avec mon petit maçon portugais, oui, voilà, oui. On a fait un prototype. J'avais à construire un petit bâtiment dans mon jardin, en fait, une petite salle de réunion pour mon agence. J'ai fait ça un peu de façon sauvage, puisque un jour, l'architecte des bâtiments de France, qui était un ami, est venu me voir. Il m'a dit, tiens, c'est bizarre, j'ai pas vu ça en permis de construire. Et c'est vrai, on a un peu oublié de faire le permis de construire. Et je ne suis pas sûr qu'on l'aurait eu, d'ailleurs. Alors, c'est pour ça un peu qu'on a fait ça. Alors, la technique, elle est très simple. On fait un coffrage dans le fond. Alors, c'est un coffrage de briquet de broc, parce que c'est toujours pareil, c'est des planches de récup. Hein. Et on étaye le coffrage des deux côtés. Ici, on a des bastins verticaux. Et ici, un coffrage plein. On met quand même un treillis soudé, hein, pour faire quand même un peu de structure. Et on met une première planche. Ça tourne à l'autoconstruction, d'ailleurs. Beaucoup de gens à qui j'ai montré cette technique-là m'ont dit « Ah, mais je vais faire pareil, c'est très simple à faire. » Et effectivement, comme c'est très simple, c'est quelque chose qui peut s'avérer très économique. Donc voilà, la technique, elle est là. C'est-à-dire la planche, on voit la première planche. On aligne des pierres, des pierres calcaires qui sont non pas qui sont des pierres de récup, mais qui sont absolument pas taillées. Donc il n'y a aucun travail à faire sur la pierre elle-même. Et derrière, on coule au seau un mélange, un béton, hein, tout simple. Là, on a mis du ciment blanc, parce qu'on aime bien le ciment blanc, parce qu'il se rapproche beaucoup du calcaire. Voilà. Alors, une fois qu'on a arasé avec le ciment, on remet une planche au-dessus et on refait la même opération. Voilà. C'est très simple, ça va très très vite. Alors, voilà le résultat. Ça, c'est quand on a décoffré le gâteau. Alors, la surprise, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire qu'on découvre, on voit évidemment pas le parement. On le découvre en le décoffrant. Donc, ça donne ici cette chose qui est à la fois un mur en béton, mais pas tout à fait du béton et pas tout à fait un mur en pierre non plus. C'est une sorte d'incrustation de la pierre. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la texture qu'on obtient. Ça joue beaucoup avec la lumière et c'est un travail un peu rustique qui est très, très plaisant. Alors sur l'autre, ça c'est l'intérieur. Donc là, on a fait une façade très, très vitrée. Voilà. Alors j'avais quelques beaux meubles. Là, c'est une table de Charlotte Perriand. Et puis ça, c'est des chaises de Pierre Jeanneret. Alors, après, on a essayé de développer ça sur un projet. Bon, j'ai eu l'occasion, on s'est dit, il faut trouver une occasion. J'ai eu l'occasion de faire un projet pour la ville de Poitiers,
c'était une petite maison de quartier. Donc le programme de la maison de quartier, c'était une galerie d'exposition et puis des volumes de jauges différentes greffés sur cette galerie. Donc le principe qu'on a retenu finalement, c'est un peu celui-là, d'avoir un développement un peu long et des volumes qui viennent se coller dessus et qui sont en fait des choses très très différentes au point de vue de la jauge. Là, c'est des esquisses qu'on avait faites sur différentes hypothèses. Voilà, c'est un peu la dernière mouture. Et là, on a un parc en face, et l'idée, c'était un peu ça. Donc, le principe de faire un mur, essayer de faire le mur avec cette technique-là. Voilà le plan. Bon, on voit, c'est des salles de réunion. C'est un tout petit équipement. Et on a le mur que l'on a dessiné avec une très légère courbe et une lame d'acier qui sort du mur pour marquer l'entrée. Ce qu'on voulait faire, c'est vraiment avoir une opacité complète et continue et avoir juste une entrée avec une perspective sur le parc quand on rentre. Voilà le mur en question. Il a été fait en très 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 vite, en moins d'un mois, compris le coffrage, avec deux ouvriers. Et ce qui était absolument formidable, là on voit l'aspect du mur. Bon, là il y a des petits trous, là, ici. Ça c'est l'élu vert de la ville de Poitiers qui m'a demandé de faire des trous pour les oiseaux. Alors j'étais très inquiet parce que je me suis dit, oh ça va me faire des saletés sur mon mur. Et en fait, par chance, aucun oiseau n'est venu à l'intérieur. Bon, alors ça c'est très très bien. Et donc voilà l'entrée. On a fait des gargouilles pour amener l'eau directement dans un réceptacle. Voilà. Alors ce qui était absolument formidable, c'était les deux ouvriers qui ont fait ça. Ils montaient du parpaing. Donc c'était leur métier, ils montaient du parpaing. Ils n'avaient jamais fait du tout rien en pierre. Et je me souviens quand on a décoffré, je les ai vus, ils avaient les larmes aux yeux. Vraiment, ils étaient sidérés. Voilà. Alors, voilà le travail. La matière. Et puis la lame d'acier, là, c'est pareil, j'ai fait ça avec un ami serrurier qui a incrusté l'acier. Au cours du montage, on a mis... Bon, ça, c'est des détails. Donc, voilà la façon dont ça, c'est des photos de chantier. Ça, c'est le coffrage. Donc le coffrage, toujours avec la même technique, on l'a relié. Deux choses, il n'y a pas de traversant, hein, donc les bastins sont verticaux et on les a reliés en tête. Voilà le montage, et on retrouve la même technique, exactement celle qu'on avait employée. Alors après, j'ai fait d'autres projets, je vais le montrer brièvement, puis je m'arrêterai. C'est le parc des expositions à Niort, c'est un autre bâtiment. C'est un concours que j'avais gagné avec Alexandre Chemetov. On avait fait tout l'aménagement du parc et moi j'ai construit 3 bâtiments. Puis on a fait des ponts, on a fait des choses. Voilà le bâtiment. On a construit ce bâtiment avec une technique un peu américaine pour faire des dômes. Et on a, sur ce bâtiment-là, on a utilisé la technique de la pierre banchée aussi pour faire tout le socle parce que c'est une zone, là c'est la Sèvre, et c'est une zone inondable. Donc ce bâtiment est réputé inondable. C'est-à-dire si l'eau monte, il peut résister et l'eau peut passer au travers puisqu'il y a beaucoup d'ouvertures. Et donc on l'a traité comme ça. Le bardage, lui, il est en bois goudronné avec des lignes en cuivre. Donc on retrouve exactement la même technique. Bon, là, c'est la poutre de charpente qui est très, très grande. Et on a un mur de 18 mètres de haut. Et on retrouve ce mélange entre, finalement, un bâtiment très industriel et un travail très artisanal où la main, évidemment, joue un rôle important. Mais Hervé, une question. Ce que tu nous montres là, c'est que cette technique un peu expérimentale, elle passe à une échelle supérieure en termes d'exigence technique. Oui, alors on a fait aussi, je ne les montre pas, mais on a fait d'autres petits projets dans les campagnes. Non, mais précisément, elle passe le seuil d'exigence de certification. Oui.
Alors, Tu peux nous dire comment on a réussi à être conforme au DTU dans la mesure où ces murs ont une épaisseur. Il faut au moins qu'il y ait 20 cm de béton. À partir du moment où il y a 20 cm de béton, donc on a 20 cm de béton plus à peu près 10 à 15 cm de pierre. Donc ça fait une épaisseur. Bon. Et le secret, c'est là. Le secret, c'est là. Et les bureaux de contrôle, on n'a pas eu de problème avec les bureaux de contrôle, sauf pour ce panneau-là, qui est très très grand. Et là, il nous a imposé d'avoir un contre-mur. Bon. Mais autrement, tout le reste ne posait aucun problème. Voilà. Alors, au dernier projet, on a essayé, ça c'était des projets avec du calcaire, et là on avait gagné un concours pour faire 3 salles de spectacle, une de 350 places, une de 1400 places et une de 4000 places. Donc ça, on a essayé, c'est dans un secteur où il n'y a plus de calcaire, mais c'est du granit. Donc on a essayé de faire la technique avec du granit, et ça a donné un peu cet aspect-là, voilà, qui est assez intéressant aussi, avec toujours la liaison entre le bois goudronné et le granit. Ça marche assez bien. Et puis le cuivre. Le dernier projet, c'est une école d'infirmières qu'on a fait à Niort. On a utilisé sur le mur aussi cette partie-là. Après, on a utilisé une autre pierre, mais pour faire des claustras. Voilà. Un projet pour l'université. Donc, on arrive à développer ça. On fait des petites touches de temps en temps, comme ça, pour introduire de la pierre dans les projets. Voilà. Et ça coûte pas très cher. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces entreprises, c'est pas toujours la même entreprise. Alors, c'est jamais donc, la tu dois à même chaque fois les former. Non, parce que ce sont tous des bâtiments publics. Oui. Donc, c'est un appel d'offres. Oui. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que comment ça se finalement, c'est toujours des entreprises très différentes. Oui. Et alors, ce que je fais, on leur fait visiter les bâtiments qui ont été faits avant. Je leur montre éventuellement quelques images. Il y a des choses qui sont sur le site internet qu'ils peuvent aller voir. Et donc, ça se passe très, très bien. On fait un petit bout d'essai de 2 mètres carrés, ou même pas, et ça marche. Donc, on arrive à faire des choses avec toutes les entreprises. C'est tellement simple et facile à faire. Que c'est même pas breveté. Non, bien sûr. Et on peut le faire en autoconstruction aussi, ceux qui le veulent. On n'a pas besoin d'un matériel sophistiqué. Une simple petite bétonnière achetée à Castorama suffit. Est-ce qu'à ton avis, ces entreprises, elles peuvent après disséminer? Est-ce que tu as un peu de retour? Alors non, ce que j'ai souvent, c'est des architectes qui m'appellent en me disant « Ah ouais, comment tu as fait ça? Ça m'intéresse, j'ai un bout de mur à faire, est-ce que je peux faire pareil ?» Bon, j'ai pas la prétention de mettre un droit d'auteur. Hein. Bon, donc j'explique un petit peu comment on peut faire, mais c'est tellement simple. Donc il y a peu, donc cette peu dissémination besoin. se passerait. Il y a quelques petits secrets. Nous, on utilise. Je sais qu'Alexandre Chemetov, il a fait un projet avec cette technique-là à Angoulême. Bon, je l'ai vu, le projet à Angoulême. Moi, je trouve que c'est bien, mais il a utilisé du ciment gris et ça marche beaucoup moins bien avec le ciment gris. Il faut mettre du ciment blanc. Moi, c'est mon point de vue. Parce que c'est ce qui se marie le mieux avec la pierre calcaire. Voilà. Le ciment gris. Puis en plus, le ciment gris, maintenant, est devenu très, très mauvais, alors que le ciment blanc reste un produit très pur. Le maçon portugais des origines, vous êtes formés l'un par l'autre? Alors, oui, on sait... Qu'est-ce qu'il est devenu? Il continue son activité, il est un petit peu à la retraite comme moi, mais bon, il continue comme moi. Et c'est un type formidable parce que j'ai découvert son histoire. Il a fui le régime Salazar, comme beaucoup à l'époque, de maçons du nord du Portugal. Et il a franchi clandestinement, parce qu'avant, on ne pouvait pas passer la frontière comme ça. Il a franchi clandestinement la frontière entre l'Espagne et le Portugal, et ensuite... en bateau sur les rivières, et ensuite aussi sur la Bidassoa, entre la France et l'Espagne. Et donc, il est arrivé, il s'est fait embaucher comme ouvrier maçon, et puis après, il a monté sa petite entreprise. Et comme il travaillait beaucoup avec la pierre, il a eu tout de suite beaucoup de clients, et il faisait des choses étonnantes. Et sa maison, c'est un truc extraordinaire, hein.
Par contre, ils sont assez folkloriques, c'est-à-dire qu'ils ont, je cite toujours un peu cet exemple-là, j'ai fait une maison pour un client et il avait fait un poteau en béton. Et le client m'appelle, il me dit, il faut venir voir, il y a un problème. Et le poteau en béton, il l'avait coffré avec des caisses d'Orangina. Mais le problème, c'est que c'était écrit Orangina en relief, en creux. Ce qui fait que dans le poteau en béton, c'était marqué Orangina, Orangina, Orangina dans le béton. Alors, c'est des choses un peu rigolotes. Bon, j'ai dit au client qu'il ne s'inquiète pas, qu'on allait le recouvrir, mais des petits détails comme ça qui sont assez marrants dans la récupération. Sa maison, par exemple, il s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on avait oublié, on n'avait pas fait de cave. Donc il s'est dit, il me faut une cave. Donc ce qu'il a fait, il a creusé, il a creusé dans une pièce, il a cassé la dalle d'une pièce et il a fait un tunnel sous les fondations et il a fait une cave voûtée dans le terrain. Bon, mais c'est un truc extravagant. Il ne compte pas ses heures, donc il arrive à faire des choses absolument incroyables. Et il a fait des fours avec des voûtes. Bon, c'est un type très précieux. Et donc, évidemment, c'est devenu un très bon ami. Voilà. Qui a réussi. Voilà. Qui a réussi, parce que je pense qu'effectivement, au départ, la préoccupation était économique, mais ce qui est important dans ce que tu expliques, c'est que tu as formé des entreprises, tu formes. Oui, oui, c'est vrai que les ouvriers, ils sont passionnés dès qu'ils font autre chose que ce qu'ils font d'habitude. Et ils s'impliquent beaucoup. Et c'est ça qui était bien, c'est qu'ils ils ont joué le jeu tous, à chaque fois qu'on fait un chantier comme ça. Et c'est assez intéressant, cette relation humaine qu'on a avec eux. C'est vraiment très très bien. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. Si je peux intervenir, pour revenir peut-être au sujet aussi sur le développement économique, ce qui est étonnant dans ce que tu dis, c'est qu'à aucun moment tu parles de la carrière et d'où viennent les pierres. Et si, il n'y a pas de carrière. Potentiellement. Non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est que est-ce qu'il y a quelque chose à activer ou à réactiver, ou est-ce que c'est toujours dans une ambiance maçon sympa, archi, on s'entend bien, ou est-ce que plus largement il y a une filière à réactiver? Tu veux dire d'extraction à l'amont? L'extraction, pour travailler sur des sujets identiques en Lorraine avec des carrières, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout intéressés par ce genre de choses, parce que la pierre est réputée précieuse, rare. Donc cette utilisation de la pierre peu économique, en fait, il y a beaucoup de mètres cubes de pierre. Des fois, elle déstabilise un peu les gens, les carriers, dans la mesure où ils ne se voient pas l'utiliser à large échelle comme ça. Ils préfèrent la vendre cher, en petite quantité. Oui. L'avantage, c'est que la pierre de récupération, elle est quasi gratuite, quoi. C'est-à-dire, il y a des démolitions. J'ai fait un projet, par exemple, dans une petite commune qui est vraiment très, très, très chouette. C'était une petite salle des fêtes. On a utilisé de la pierre, mais on l'a mise en œuvre traditionnellement, par lit à plat. Bon. Et au début, l'entreprise qui avait été retenue, elle n'avait pas la quantité de pierre. Bon, alors c'est embêtant quand on veut faire quelque chose en récup et qu'elle n'a pas la quantité. Il en fallait une assez grande quantité. Et l'adjoint au maire a eu une idée. Il y avait un paysan qui voulait démolir une grange dans un coin parce que ça le gênait. Bon, il avait besoin de dégager une grange. Il a dit, ce qu'on va faire, on va faire du troc avec lui. On va démolir la grange pour récupérer toutes les pierres. Et à titre de compensation, pour le remercier, on va lui arranger le chemin d'accès à sa ferme. Donc c'était une opération de troc. Bon, dans un marché public, le troc, c'est pas vraiment autorisé. Et le percepteur a été au courant, mais il n'a rien vu. Bon, il a été un peu complice de l'histoire. Il a été très sympa, il n'a rien dit. Et donc, on a récupéré la pierre. Donc, la pierre, la fourniture était gratuite, en fait. C'était juste une question de petit échange comme ça. Et l'entreprise a travaillé avec cette pierre-là. Donc, on arrive à trouver des filières comme ça pour récupérer des pierres. C'est pas très, très compliqué. On arrive à le faire. J'ai fait un autre bâtiment qui maintenant a été inscrit au patrimoine du XXe siècle. Bon, c'est flatteur pour l'architecte. Où on a utilisé des déchets de carrière. C'est-à-dire, il y a une carrière qui exploite une pierre qui est une diorite, qui est une pierre extrêmement dure,
qu'on ne peut pas du tout travailler et qui ne sert pas à construire. Et ces déchets de carrière, ils utilisent cette pierre pour la concasser et faire des routes. Et donc, avec ces déchets, on a construit un bâtiment. Bon. Mais le coût, c'était juste aller la chercher. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça permet peut-être de faire la transition avec Claude. C'est qu'en réalité, on se rend compte que la pierre, c'est pas toujours un matériau hyper noble. C'est-à-dire, une carrière, en gros, elle sort 10% en pierre massive et le reste, c'est pour faire du concassé parce que la pierre est pleine de... Ils appellent ça des poils dans la pierre, voilà. Donc elle est gélive, donc elle est impropre à la construction dans les règles de l'art, si je puis dire. Toi, tu utilises un peu cette pierre de manière paysanne, détournée, pour faire d'une pierre gélive une pierre qui convient à un mur extérieur. Alors, c'est un parallèle intéressant avec le travail que Claude a pu faire dans les Vosges, étant donné que Claude s'est évertué à travailler avec une essence réputée impropre à la construction en structure, qui est le hêtre. Mais bilan de l'opération, aujourd'hui on a un équipement dans un village qui est en structure 100% hêtre, donc envers et contre toute préconisation technique. Donc, un matériau faible, effectivement. Et donc, voilà. Donc Claude va présenter ce projet, et donc nous aurons ces discussions sur le projet et comment il est sorti avec Isabelle Molin, merci, qui est directrice de l'information à la Chambre des métiers, qui va nous expliquer comment la Chambre des métiers a soutenu le processus. Voilà, donc l'histoire commence avec cette image qui est un morceau de France, comme on peut en voir beaucoup, avec une grande surface de verdure. C'est le gisement forestier qui apparaît clairement. Et vous avez un petit trait mixte, voilà, avec une distance de 1 km. Et l'histoire commence là, avec l'envie de déplacer une ressource, un matériau, d'un gisement qui se trouvait à proximité d'un site. Alors, vous savez qu'en France, on bénéficie d'un gisement extraordinaire. On a une pluralité, une diversité d'essences. On a une couverture forestière très très bien répartie sur le territoire national. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a un véritable déficit financier puisque la filière bois représente 14% de la balance déficitaire, la balance commerciale déficitaire de la France. Donc en gros, aujourd'hui, on a une filière qui est quand même moribonde, dans le sens où on a une fois par semaine une série qui disparaît, et Isabelle pourra nous en parler, et un peu l'instigatrice de cette alerte. Toujours est-il qu'on a souhaité faire ce système qui consistait à exploiter une ressource de proximité. Alors, l'aventure est impossible puisque les marchés publics nous interdisent de cibler une marque, mais aussi un produit local. Donc, en fait, on a fait une épreuve de lenteur puisque ce bois qu'on aurait pu faire chercher à 5000 km d'ici, eh bien, on a mis la même distance, on a mis pour le même temps une distance de 1 km. Donc, on a par comparaison, finalement, réaliser une épreuve où la lenteur a gagné, puisque aujourd'hui, on a pu le mettre en œuvre. On peut se demander d'ailleurs si cet exercice de lenteur, si c'est pas parler de décroissance quelque part. Être lent, c'est peut-être favoriser la proximité. Voilà. Donc, alors pour ça, on s'est un petit peu organisé. On a un mode de fonctionnement que je représente là sur ce schéma. On a introduit dans l'agence une sorte de temps dédié à ce qu'on pourrait appeler de la R&D, c'est-à-dire un espace qui relie des pôles scientifiques. Vous savez qu'une des problématiques aujourd'hui, c'est le transfert technologique. On a des connaissances et des sciences élaborées en laboratoire, mais qui ont du mal de trouver un cheminement vers des applications, surtout en matière de bâtiment. Dans le BTP, la R&D, elle existe surtout chez Lafarge, chez Saint-Gobain. On a affaire à des produits de catalogue extrêmement bien sophistiqués,
mais on sait que en matière de mise en œuvre, et Hervé Baudin, tu l'as bien exprimé, là, on est un peu dans la débrouille. Toujours est-il que là, le matériau bois, il a une complexité intrinsèque, c'est un matériau vivant, c'est un matériau qui renvoie à une économie verte, mais aussi à une science biologique. Et voilà, il y a des choses qui évoluent énormément. Si les performances du bois ont évolué, c'est parce que les sciences du bois l'ont été aussi. Donc en gros, on peut se demander si les acteurs de l'architecture ne sont pas des relais, comme les CRIT, des centres techniques de transfert technologique, le sont également. Voilà, alors cette cellule, elle permet aussi de faire le lien avec voilà, une ressource, des potentialités que le territoire présente. Alors la ressource, bien, elle a été identifiée, caractérisée au début par voilà, un parcours sur le territoire. On a rencontré des scieurs, on a rencontré les acteurs de l'ONF, les gestionnaires de la forêt communale. Et puis la Chambre des métiers avec Isabelle qui nous a bien informés sur les problématiques propres à cet artisanat de première transformation. Acteurs qu'on ne connaît absolument pas, hein. Évidemment, nous on connaît les charpentiers, on connaît les menuisiers, mais les scieurs, les gens qui sont les fournisseurs de ces deuxièmes acteurs font partie d'une économie masquée dans les processus de construction. Donc en allant chez eux, on a rencontré finalement tout un univers. Et ça a généré un bâtiment qui est devenu un bâtiment démonstrateur, comme on le dit. C'est un bâtiment sur lequel on a effectué un certain nombre de tests, d'expériences, sans savoir si on allait aboutir dans un contexte qui est réglementé, avec un bureau de contrôle, et puis l'envie de faire levier pour une économie qui nous semblait digne d'intérêt, c'est-à-dire l'économie des scieurs. Pour cela, je fais une parenthèse, il y a une double page dans le Monde diplomatique de cette semaine sur la filière bois, autopsie de la filière bois, carrément. Vous avez 2 pages synthétiques de ce domaine-là. Je vous invite vraiment à acheter ce numéro, il est excellentissime et il résume vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la question du bois aujourd'hui. Donc pour cela, on a mis le doigt sur une essence qui est le hêtre. Et le hêtre, vous savez qu'il est majoritaire dans les forêts françaises, mais il est impropre à l'usage en charpente. Ça veut dire qu'il est dédié principalement au bois de chauffage ou à la transformation, de fabrication de palettes. Donc en gros, sans valeur ajoutée, puisque l'industrie du meuble s'est effondrée et que l'usage du hêtre en la matière est minime. Voilà, donc on s'est posé la question évidemment en bousculant les habitudes. Alors je vous donne quelques indications matérielles et humaines. Voilà l'équipe. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'entreprises concernées par ce même gisement et donc de différents savoir-faire. La problématique, elle était la suivante. On a aujourd'hui une exportation massive des grumes vers la Chine. Vous avez des marchés qui sont aujourd'hui négociés sur le bois et qui disqualifient les industriels de la série et les artisans, puisque les Chinois arrivent à acheter 20% au-dessus du prix normal ces grumes. On a une disparition effective de cet emploi rural, les séries, et puis on a zéro valeur ajoutée sur la matière première, puisqu'elle est extraite seulement et vendue. Donc en gros, on segmente toute la chaîne de valorisation, première transformation et deuxième transformation, quel que soit le secteur. Donc on a une perte sèche sur un gisement qui est aujourd'hui mature. Problème. Donc l'hypothèse c'était, est-ce qu'il s'agit de développer une industrialisation, un peu comme les pays nordiques, il y a une sorte de mythe chez les industriels français de croire encore à une sorte de compétition, une industrialisation lourde de la filière bois.
c'est une question qui reste ouverte. Ou bien encore, y a-t-il une conception, alors là, évidemment beaucoup plus modeste, où il s'agit peut-être de concevoir une stratégie architecturale. En gros, est-ce que le marché public, en soi, constitue un levier ou une opportunité qui permettrait d'introduire à la fois des savoir-faire, mais des matériaux qui soient, disons, favorables pour le territoire. Alors, pour ce qui nous concerne avec ce petit bâtiment, on a valorisé la production des séries de pays, les feuillus et les résineux en première transformation, avec des bois courts, avec des faibles sections et des bois massifs. Et on a souhaité aussi valoriser la diversité forestière. On a des essences diversifiées, voilà, elles ont leurs caractéristiques, il s'agit peut-être de les comprendre et d'en déceler aussi les avantages et les qualités, et valoriser les techniques et savoir-faire. Voilà, donc on en est venu à parler de être en structure et en circuit court. La valorisation, elle s'est faite par quatre typologies de composants, pour vous donner une idée de ce qu'une ressource engendre quand elle est transformée et quelle richesse elle occasionne du côté des artisans. Le bilan, il est celui-là. Hein, on arrive finalement à valoriser 30 mètres cubes. C'est pas énorme, mais on va dire que aujourd'hui, un des objectifs de la feuille de route environnementale, c'est quand même de réussir un bilan carbone des plus positifs. Voilà, les suites, il y en a eu quelques-unes à la suite de ce chantier-là. Il y a eu une initiative qui est toujours d'actualité, qui est de construire en France 100 constructions publiques en bois local. On a été reconnu dans le panorama des prix nationaux de la construction bois. C'était intéressant voilà, pour le coup. Et puis, on a pu valoriser aussi une activité de recherche dans le cadre du crédit d'impôt recherche, ce qui est aussi un petit peu particulier, puisque le CIR principalement dédié à l'industrie. Et donc là, c'est vraiment l'activité de l'agence d'architecture qui a pu monter un dossier et développer ce CIR depuis maintenant 2011 jusqu'à aujourd'hui. Une caractérisation nationale du hêtre qui a démarré donc en 2013 et qui est sur le point de terminer maintenant, elle est sur le point d'être finie et qui va permettre l'usage du hêtre en charpente. On a aussi l'émergence d'un pôle d'excellence rurale avec un objectif terre de hêtre pour valoriser l'industrie locale et l'artisanat à partir du matériau. Et puis enfin, la création d'un dérivé, il y en a d'autres qui vont suivre, mais une transformation du hêtre par thermohuilage qui permet l'usage en extérieur de ce bois nerveux et qui crée l'humidité habituellement. Voilà, et puis d'autres pistes technologiques. Quelques images pour finir du contexte. Voilà, c'est ce petit bâtiment avec cette forme non standard. Et puis l'occasion de restructurer aussi le centre du village parce que, évidemment, chaque édifice public constitue en soi une opportunité pour penser la globalité d'un quartier ou même d'un village, voire d'un paysage. Voilà, donc à l'intérieur, vous voyez les quelques dispositifs mis en œuvre. Là, en l'occurrence, pour vous donner un exemple, les murs de refend qui sont réalisés en caissons de hêtre de petite dimension et qui constituent voilà, un mur nervuré sur une face, donc avec des alvéoles ouvertes qui peuvent devenir des bibliothèques, des choses voilà, qui font partie de l'ameublement, mais qui sont aussi structurelles et qui permettent un coup-feu pour un escalier qui se trouve caché derrière. Alors le bois est utilisé en deuxième choix avec, disons, une transformation de type sillage non raboté pour les pièces de parements muraux et parements plafond. Voilà, en extérieur, on a du Tavaillon de Mélèze. Alors la géométrie non standard, elle est aussi, en plus d'être un dispositif de reconfiguration d'un centre, c'est aussi une façon de privilégier la main et une mise en œuvre spécifique
dédié à l'artisanat pour que chaque mur préfabriqué, puisque vous avez affaire à des alvéoles remplis de paille et préfabriqués en atelier. Donc l'idée, c'était que les outils numériques de l'artisan et son savoir-faire puissent être pertinents dans un système constructif et une économie globale pour ce bâtiment. Voilà, donc on a une ambiance à l'intérieur qui est plutôt bonne acoustiquement et qui engendre dans les comportements des enfants, a priori, des choses assez surprenantes. Voilà, les essais mécaniques de cette poutre en hêtre, hein, qui est coiffée de deux triplis, et puis quelques images de chantier. Je peux poser une question à Isabelle Moulin. J'entends essai mécanique, j'entends expérimentation, j'entends crédit recherche-développement. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé, l'association avec la Chambre des métiers, pour que cette partie-là, recherche et développement du projet, soit reconnue, financée, rémunérée? Je vais remettre un peu les choses dans l'ordre. Donc en fait, la Chambre des métiers s'est inquiétée de voir que la construction bois se développait fortement sur le département des Vosges, mais que les scieurs restaient complètement à l'écart du développement de la construction bois, et que finalement, plus on développait la construction bois dans les Vosges, plus on importait des sillages, voilà, des pays voisins. Et donc du coup, notre ressource à nous, elle prend une autre diagonale. Elle part carrément vers l'ouest, vers le sud-ouest ou en Espagne. Donc, on a analysé évidemment la question et en fait, la deuxième transformation considérait que les scieurs n'étaient pas en mesure de fournir des produits qu'ils attendaient, les produits standards, les barres à bouter de 13 mètres, les sections standards qui sont utilisées notamment dans l'ossature bois. Donc nous, on voulait aider les artisans. Il faut savoir quand même que dans la filière bois et même dans le bâtiment, 3/4 des entreprises sont des entreprises artisanales en France. Hein. C'est une réalité. Donc je pense qu'il faut en faire un atout plutôt qu'en faire un inconvénient, même si l'industrialisation est nécessaire. Mais je pense qu'à côté de l'industrialisation, c'est intéressant de garder aussi d'autres visions, d'autres approches. Donc ici, en plus, ces entreprises de scierie, elles sont très importantes. Bon, d'une part, elles maillent le tissu rural, elles créent des emplois, mais en plus de ça, c'est elles qui sont capables de transformer le bois dans sa plus grande diversité, le bois de nos forêts locales. Parce qu'en fait, comme on n'est pas sur de la forêt cultivée, on est sur de la forêt jardinée. Quand vous discuterez avec des gens de l'ONF, et c'est une super visite à faire, nous on l'a faite sur le terrain, ils vous expliqueront qu'il faut du moyen bois, du petit bois, du gros bois, qu'il faut mélanger les essences, qu'il faut du feuillu, du résineux. Et tout ça, ça amène une grande diversité de bois. Et qui est en mesure de transformer ce bois extrêmement varié? Ce sont les petites scieries artisanales. Les gros bois, l'industrie n'en veut pas. Donc si on laisse se perdre ces petites scieries artisanales, on va avoir des scieries industrielles qui, ne vont pas savoir, ne vont pas vouloir transformer l'ensemble de la diversité de bois qu'on a sur le territoire. Donc, c'est d'ailleurs partout en France. Hein, la problématique se pose sur l'ensemble du territoire. Donc, nous, en fait, le défi qu'on s'est donné, c'était de démontrer qu'on pouvait construire avec les sillages des scieries artisanales, pour peu qu'on les guide un peu dans la démarche et pour peu qu'on adapte un système constructif. Et comment s'est fait la jonction entre ce projet et donc nous, on a lancé un appel à projet, en fait. Donc on a écrit. En fait, on était dans une démarche de préfiguration d'un pôle d'innovation pour aider justement les entreprises de la filière bois à évoluer, les entreprises artisanales. Et de ce fait, on bénéficiait de financement. Et on devait mettre en place un projet montrant notre capacité à travailler avec des centres de ressources. Donc on s'est allié avec le Cri de Bois et on a donc on a lancé un appel à projet justement pour proposer à des maîtres d'ouvrage de travailler dans un aspect de recherche, enfin pour trouver un chantier démonstrateur, un chantier expérimental pour montrer qu'on pouvait construire avec les sillages des petites scieries. Voilà.
je reviens donc à cette idée de départ, et à flécher en fait des chantiers vers le secteur artisanal. Donc à cet appel à projet, donc il y a 530 communes dans les Vosges, donc on a quand même eu 12 maires dans l'espace de 3 semaines. On a 12 maires qui se sont manifestés donc pour rentrer dans cette démarche, qui étaient tout à fait intéressés justement pour valoriser le bois local. Je leur dis juste une petite chose, hein, dans les Vosges, en construction bois, donc les Vosges étaient à ce moment-là, 2009, deuxième département en termes d'implantation de la construction bois, 90% de bois importé, et les Vosges sont le deuxième département forestier en ressources sur pied, hein. Donc c'est quand même un peu dommage. Donc on a lancé un appel à projet, et la mairie de Tendon donc, voulait faire une extension pour créer un périscolaire dans son école. Et voilà, on a choisi en fait la mairie de Tendon parce qu'il y avait carte blanche, elle n'avait encore rien avancé. Et on a accompagné la mairie de Tendon justement pour ce projet. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment... on a demandé à ce que en fait, le maître d'œuvre travaille avec un comité technique. Et dans ce comité technique, on réunissait tous les acteurs de la filière. Donc on a demandé à ce que l'appel à candidature à la maîtrise d'œuvre soit vraiment formulé de façon à ce que l'architecte intervienne avec un vrai rôle de recherche et développement. C'est ce qu'a dit, voilà. c'est ce qu'a dit Claude. Tout en lui apportant l'appui du CRIT et l'appui de 2 ingénieurs qui pilotaient le projet chez nous, et l'appui du CRIT Bois d'Épinal qui est donc venu apporter aussi toutes ces compétences en recherche et développement. Et donc ça a pu être financé grâce au fait que nous, on bénéficiait donc, de ce financement pour ce projet. Donc un financement Europe, État, région, département. Qui a porté en particulier sur le travail qui a financé aussi le travail de recherche et développement. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas parti sur ça au départ, mais on a introduit à un moment effectivement ce besoin-là, et on a financé une petite partie du travail de Claude. Bon, après, il faut savoir que c'était quand même un contexte assez compliqué, parce que nous, on était donc dans cette préfiguration, et à un moment, nos financements commençaient à être remis en cause, parce que l'État voulait qu'on finisse en 2010, et en 2010, en fait, l'architecture, ça sort pas comme ça d'un chapeau. Donc, à un moment, on était même en difficulté, et Claude, à ce moment-là, a pris le relais en faisant un crédit d'impôt pour pouvoir continuer l'opération. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aujourd'hui de... Il y a une vraie problématique sur l'apport que les agences peuvent donner dans un registre de R&D. C'est vraiment quelque chose qui est absolument stratégique pour la profession, et ça mérite vraiment qu'on l'étudie vraiment de près. Nous, on l'a fait de manière très, très incertaine. On a travaillé, et ensuite on a valorisé. C'est-à-dire qu'on a fait une démarche, on a fait un dossier a posteriori, pour prétendre à une aide de l'État sous forme de crédit d'impôt recherche. Donc on est rentré dans la grille de l'ANR pour vraiment soutenir les industries. C'est très lourd. C'est très lourd, mais bon, c'est un langage, c'est toute une sémantique de recherche. Il faut qu'on se l'approprie, les architectes, il faut qu'on puisse se familiariser avec ces démarches-là. Il faut aussi développer de l'expertise au niveau des écoles et des labos pour qu'il y ait une expertise architecturale et technique qui vienne véritablement valider ce travail-là. Parce que nous, la valorisation, elle s'est faite par le directeur de l'ERMAP, qui est un chimiste. Donc il fallait qu'on trouve à dialoguer avec ces interlocuteurs. Donc là, de ce côté, la R&D, je pense que c'est un vrai sujet qui fera d'ailleurs l'objet d'un débat lors des assises du Grand Est, le 10 novembre. C'est une thématique à part entière. Voilà, on va essayer de structurer cette question-là à l'échelon régional, et puis ensuite faire partager ces expériences à plus grande échelle, quoi.
Et puis moi, je voudrais ajouter quand même que, en plus, Claude a passé énormément de temps dans le comité technique à écouter les scieurs, les charpentiers, l'agent de l'ONF qui justement, c'est l'agent de l'ONF d'ailleurs qui a amené le hêtre sur la table. Parce qu'en fait, on était parti sur du résineux, mais lui, il a dit qu'en fait, il avait plus de difficultés à valoriser son hêtre de montagne donc du coup, comme on était avec le CRIT et qu'on avait, je disais, un architecte qui était ouvert à l'innovation. Donc on est parti sur le hêtre, mais sachant que le hêtre n'étant pas caractérisé, il a donc fallu faire tous les essais avec le CRIT, lequel CRIT après a servi de bureau d'études, alors qu'en fait ils n'avaient pas d'assurance de bureau d'études. En fait, on a connu quand même. Elle a ses aléas. Voilà, effectivement. Votre projet démonstrateur. Et puis bon, Claude, a amené beaucoup de son savoir-faire, parce que c'est pas la première fois qu'il innove et qu'il s'intéresse à des matériaux qui sont encore pas trop, utilisés. Bon, la paille, du technopore, tout un tas de matériaux. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué parce que les bureaux de contrôle, dès qu'on sortait des cases habituelles, heureusement qu'on avait le soutien aussi du CRIT pour expliquer, mais tout a posé problème là-dedans. Hein. On a eu de la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui a été très pugnace et qui était très impliqué et vraiment convaincu, quoi. Et donc il a dû défendre aussi tout ça devant son conseil municipal. C'est pas simple, hein. Mais enfin il a pas lâché prise. Et puis je crois qu'aujourd'hui, voilà, il est très satisfait du résultat. Et puis ça a ouvert une brèche aussi, voilà, pour reconsidérer d'autres essences, parce qu'en fait en France, on a 2/3 de feuillus, 1/3 de résineux, et la construction bois se fait avec 2/3 de résineux, 1/3 de feuillus. Donc si on veut valoriser nos ressources, et qu'on est quand même le 3e pays forestier d'Europe, je pense qu'il faut faire de la recherche et développement pour savoir utiliser. Et en plus, il faut aussi, alors là, c'est là que la Chambre de métier intervient, il faut aussi travailler avec des gens qui savent faire et qui ont tout intérêt à se rapprocher des architectes et des ingénieurs, parce qu'ils ont un savoir-faire aussi. En fait, ils ont une connaissance des bois locaux. Je pense que sur chaque région, les scieurs et les constructeurs et les charpentiers, les menuisiers, ils ont une grande connaissance des matériaux locaux. Oui, je voulais dire que je me suis intéressé aussi au bois, en plus de la pierre. Et ce qui est intéressant, c'est effectivement ce travail avec les ressources locales. Bon, dans mon secteur, il y a une petite région des Deux-Sèvres où il y a beaucoup de châtaigniers. Donc, j'ai travaillé avec un artisan, justement, on a fait cette petite salle des fêtes comme ça avec le châtaignier, et je me suis aperçu qu'il y avait chaque bois a des comportements particuliers. Et le châtaignier, il faut le travailler quand il est vert. Alors ça, c'est très très intéressant parce que on n'a pas à le sécher. Donc on a débité le châtaignier quand on a commencé le travail. Tu raccourcis la filière, là, tu raccourcis le temps. Ben oui, et on n'a pas besoin d'énergie pour le faire sécher. Bon, il sèche en place. C'est-à-dire parce que si on le met pas en place et on le travaille pas quand il est vert, il se met à fendre. Tandis que quand on le travaille quand il est vert, il ne fend pas, il sèche en place. Bon, ça c'est un truc formidable. J'avais fait à l'époque un article dans Séquence Bois en disant que le châtaignier, il fallait le travailler comme les supermarchés, en flux tendu. Et c'est très intéressant. Il y a un autre bois que j'ai utilisé aussi local, c'est le robinier, qui est un bois exceptionnel, qui est imputrescible, qui a les mêmes caractéristiques presque que l'IP. Bon, par contre, c'est un bois nerveux, il faut faire attention comment on l'utilise, mais c'est des ressources qu'on peut utiliser. J'ai utilisé aussi de l'aulne, qui pousse dans le marais Poitevin. Bon, c'est toujours très intéressant moi, je me passionne toujours pour les ressources. Il faut regarder ce qu'il y a autour de soi et puis utiliser ce qu'on peut trouver. Nous reviendrons dans la journée, je pense, quand on a fait cette opération, en fait, on avait mis en place un colloque avec l'ENSTI qui s'appelait construire en bois local, voilà, une opportunité pour construire autrement. Oui, le bois local, une opportunité pour construire autrement. Et en fait, il y avait énormément d'architectes, voilà, qui étaient absolument intéressés et passionnés par ces défis-là. Et on avait rencontré aussi une équipe dans le nord de la France que Claude a rencontrée aussi par la suite, qui a travaillé sur le peuplier. Voilà, donc il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire.
Une dernière peut-être intervention. Ouais, c'est juste une petite transition ou conclusion aussi sur le choix en tant que commissaire de ces deux projets. Effectivement, on voit bien ce qui nous a intéressé ici, c'est qu'on a affaire à des architectes qui sont à la fois engagés, mais qui ont un savoir-faire à la fois sur la recherche, sur la réactivation de l'outil main, et qui battent en brèche l'idée finalement rabâchée d'innovation. L'innovation, il faut innover, messieurs les architectes. Et en fait, on voit bien que l'innovation ici, c'est une sorte de prolongement de la tradition ou de choses comme ça. Et c'est pas juste l'appareillage technologique de bâtiments. En fait, c'est un travail justement d'échange avec des partenaires. Je trouvais ça intéressant de montrer ça et pas simplement des opérations clinquantes. Où l'innovation est là juste pour afficher une certaine communication. Très bien, merci. Je vous fais un cadeau, mais je précise d'ailleurs que tous les participants aux tables rondes ont un cadeau qu'ils attendent dûment à l'heure du déjeuner, mais en particulier, quelquefois, un cadeau plus spécifique, ce sont les travaux d'un architecte tchèque qui s'appelle Martin Rajnis, qui a développé une filière industrielle du bois. C'est pour les hommes du bois. Non, non, Hervé, toi, tu auras autre chose tout à l'heure. C'est pour Isabelle et Claude. Voilà. Tu auras autre chose de ajusté. Voilà, qui développe aussi une filière sur des matériaux faibles, c'est-à-dire effectivement une filière de développement qui n'est pas sur le modèle effectivement allemand-autrichien qui a fait le choix de l'industrie plutôt, de l'industrialisation lourde. Voilà. Merci beaucoup. Merci.